et cher Jean, inutile évidemment de vous présenter davantage, vous avez été suffisamment présenté, et votre parcours également dans l'excellent documentaire qu'on vient de voir réalisé par Marc Azéma. Le but de ce dernier, c'était le même but que la soirée à laquelle nous sommes, c'est-à-dire vous rendre hommage, évidemment, et retracer votre exceptionnelle carrière d'archéologue, illustrée d'ailleurs dans le hall tout proche derrière vous par des panneaux de l'exposition que les archives de l'Aude vous avez consacrée en 2012, ainsi que par une superbe épée qui est dans une vitrine, je vous invite à aller la voir, épée qui a marqué votre élection à l'Institut, on en a vu des images, en 2011, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Alors avant de donner la parole à la salle, et afin, je dirais, d'ouvrir un peu le débat, j'aimerais quand même vous poser 3 petites questions préalables qui permettront peut-être d'élargir un peu à la fois le débat et en même temps ce que nous avons vu dans le documentaire. Permettez-moi d'abord, avant les horizons méditerranéens que nous avons beaucoup vus, de vous poser une première question sous forme de retour aux origines, mais on les a évoquées aussi dans le film. En 2010, on l'a vu d'ailleurs dans le documentaire, vous avez publié aux éditions du... Ah, décidément, je ne vais pas y arriver. C'est pas grave, merci. Aux éditions de... j'ai pas la peine. Aux éditions du Garaë Hésiode, ce livre qu'on a vu dans le film, Un désir d'histoire, donc l'enfance d'un archéologue. Dans celui-ci, comme l'indique d'ailleurs l'ethnologue Daniel Fabre, qu'on a vu également dans le film, qui a écrit la préface de ce livre, vous cherchez, à travers la minutieuse description de votre enfance audoise, entre Carcassonne et Villevazy, on l'a vu, l'explication, la clé de ce qui fut votre vocation et votre avenir. En un mot, à la lumière du chemin parcouru, vous vous posez alors la question fondamentale: pourquoi suis-je devenu archéologue? 13 ans après la sortie de cet essai d'auto-analyse historique, où vous vous définissez vous-même en vous replaçant dans le contexte de l'époque, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette question et quelle réponse y apporteriez-vous? C'est trapu, ça. Hein. Bon, alors, il y a 2 facettes là-dedans, n'est-ce pas? D'une part, il y a le goût de l'histoire, et puis ensuite, il y a le goût des origines paysannes. Bon. Alors, pour le goût de l'histoire, 2 personnes ont compté dans ma vie. D'une part, c'est mon père, qui n'avait fait aucune étude d'ailleurs. Il avait le certificat d'études primaires, mon père. Mais il était passionné d'histoire. Et alors, évidemment, ce n'était pas l'histoire économique, l'histoire sociale de l'époque, c'était l'histoire événementielle telle qu'on l'enseignait aux candidats au certificat d'études au début du XXe siècle, bien entendu. Mais il m'a donné ce goût de l'histoire. Puis un professeur du lycée, qui était Louis Signol, à la mémoire duquel je rends hommage, qui était enthousiasmant. C'était un tribun, Signol, n'est-ce pas? Et en première, la Révolution française traitée par Signol, c'était absolument enthousiasmant. Bon, voilà, c'est les 2 personnes qui ont joué un rôle essentiel dans mon goût général de l'histoire. Parce que l'archéologie, c'est de l'histoire. Hein. Bon, c'est l'histoire. C'est pas de l'histoire écrite avec des textes, c'est de l'histoire écrite avec des faits matériels. Qu'est-ce qui est plus important? Les textes, c'est-à-dire les paroles, ou les objets, les choses, le matériel? On peut en discuter. Et ensuite, alors, il y a le versant Villevazy, c'est-à-dire mon enfance dans un milieu paysan où j'ai appris à observer les plantes, les bêtes, si vous voulez, la vie agricole, le quotidien de la vie agricole, qui à l'époque était un quotidien, enfin, les travaux se faisaient tous, et c'est tous manuels, carrément. Hein. Il n'y avait pas de tracteur encore, hein. Il y avait les chevaux, les bœufs qui tiraient les charrettes, tout le travail des champs ou de la vigne était manuel, évidemment. Maintenant, tout est mécanisé, bien entendu. Bon. Donc, petit à petit, le goût de l'histoire et puis ce versant aussi d'observation de la vie paysanne d'autrefois m'ont donné le goût du néolithique.
En fait, au début, je n'avais pas choisi la préhistoire, mais il y avait la préhistoire qui était considérée comme noble à l'époque, c'est-à-dire le paléolithique, l'art des cavernes, etc. Et puis vous aviez l'Antiquité, c'est-à-dire les civilisations classiques de l'Antiquité. Mais entre, il y avait un grand trou. Et pratiquement, en France notamment, l'étude du néolithique n'a commencé d'émerger qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un peu ma génération qui l'a porté sur les fonds baptismaux. Voilà. Voilà un peu la réponse que je puis vous donner. Je ne regrette pas mon parcours. Je m'en doute. Malgré les vacances à Port-la-Nouvelle, avant la Méditerranée, il y a la terre d'Aude. Toujours, vous êtes demeuré profondément attaché à vos origines audoises. Et on rappelle évidemment à ce titre la boutade d'André Miquel, qu'on a évoqué dans le film tout à l'heure, lors de votre réception solennelle au Collège de France. Aujourd'hui, nous accueillons un archéologue, mais c'est aussi un accent qui rentre au collège. C'est dans ce terroir languedocien qui vous est cher que vous avez d'abord multiplié les travaux et les fouilles, de Carsac à Leucate et de Salelles-Camardès à Verraza. Inlassable arpenteur du terrain, ce n'est sans doute pas par hasard si l'écrivain Gilles Joinard vous a appelé l'homme de la pierre caressée. C'est donc dans ce milieu intellectuel audois, et notamment à la Société d'études scientifiques de l'Aude, à CESA, à laquelle vous adhérez à l'âge de 16 ans, que vous avez fait vos classes et rédigé vos premiers articles. Ces débuts scientifiques, qui sont à peine évoqués dans l'ouvrage précité, on imagine pourtant qu'ils ont beaucoup compté. Quelle importance leur attachez-vous aujourd'hui dans votre parcours? Je dirais une importance affective essentiellement. Alors au début, tout a débuté en 1953. Il y avait eu, je crois, cette année-là à Carcassonne, le congrès des sociétés savantes du Languedoc. Et à cette occasion, la Société d'études scientifiques, qui disposait à l'époque d'un petit musée, qui se trouvait dans la chambre de commerce au dernier étage là-haut. Je crois qu'il y avait une exposition, j'étais allé la voir. Il y avait là le colonel Jopard, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était le conservateur de ce petit musée. Et qui me dit, ah ça vous... J'étais lycéen à ce moment-là. Ça vous intéresse? Oui. Vous devriez adhérer à la Société d'études scientifiques. C'est comme ça que je me suis retrouvé. Je me suis dit, là, je vais côtoyer des savants. Je me suis dit qu'ils vont un peu m'ouvrir les yeux. Bon. Et alors, je franchis les étapes, là. Et j'ai publié mon premier article à 19 ans dans le bulletin de la Société d'études scientifiques. Un an après, j'ai publié un article, mais dans le bulletin de la Société préhistorique française. J'avais changé d'échelon, vous voyez, de Carcassonne, j'étais passé à Paris. Du régional, j'étais passé au national. Et j'ai comme ça publié très vite des travaux. Et je suis entré finalement au CNRS assez jeune, après avoir enseigné quelques années dans l'enseignement secondaire. J'avais 26 ans quand je suis entré au CNRS. Et dès lors, alors, avec mon épouse, là, nous avons travaillé d'arrache-pied sur des gisements d'abord au doigt, effectivement, c'est-à-dire, vous l'avez signalé, Verraza, où j'ai créé le Verrazien, qui était un faciès qui n'était pas connu à cette époque-là, la grotte de Gazelle à Salelles-Camardès, le dolmen de Pépieux, on pourrait en citer des tas d'autres, et Sainte-Eugène après, bon, oui, bon, voilà. Voilà, les micros font interférence. Voilà. Pour finir, venons-en maintenant à cette Méditerranée vis-à-vis qui vous attend sous tout tiré d'efforts et d'attention durant de longues années, jusqu'à constituer le cœur battant de votre œuvre que nous avons vu avec le documentaire ce soir. Elle est bien sûr représentée par plusieurs ouvrages dans votre bibliographie, mais surtout par l'extraordinaire Mer partagée, publié en 1994 et qui a donné son titre au documentaire de Marc Azéma. C'est une œuvre brodélienne, évidemment, on le dit depuis le début, bien sûr, puisque c'est le maître lui-même, spécialiste de l'histoire méditerranéenne au XVIe siècle, qui vous a suggéré cette somme qui embrasse 5 millénaires. L'esprit de ce travail est suffisamment rendu dans le documentaire pour qu'il soit inutile d'y revenir. Mais l'ouvrage n'est pas qu'une extraordinaire plongée dans le passé.
débusquant les rythmes et les cycles du temps long, comme des détails de la vie quotidienne. C'est aussi un incroyable travail d'écriture, mis en exergue d'ailleurs également par Gilles Joannard, que je cite. « Lisez Guylaine. C'est beau comme une allée couverte ou comme un enclos pastoral. On peut s'y laisser immerger et se laisser aller au gré de la nostalgie. Au vu de certaines de vos publications postérieures, telles que « Pourquoi j'ai construit une maison carrée », diriez-vous aujourd'hui que La Mer partagée a aussi fait de vous un écrivain consacré? Je n'en sais rien, mais je vais vous dire comment les choses ont débuté en fait. En 1976 avait eu lieu à Nice le grand congrès international de préhistoire. N'est-ce pas? Il se déroulait à cette époque-là tous les 4 ans, dans des pays différents. Et la France avait été choisie. Et là, j'avais dirigé avec Henri de Lemblay, le fouilleur de Tautavel, un gros ouvrage qui s'appelle La préhistoire française. À la suite de cet ouvrage, très gros ouvrage qui m'avait donné beaucoup de travail, mais enfin là, je l'avais dirigé, c'est-à-dire j'avais distribué les divers chapitres à des collègues. J'en avais écrit quelques-uns moi-même. Ce livre a eu beaucoup de succès et les éditions Hachette sont venues me voir en me disant « Est-ce que vous pourriez, pour le grand public, écrire un ouvrage qui synthétise en quelque sorte ce qu'on connaît sur le néolithique et la protohistoire de la France ?» Et j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « La France d'avant la France », qui a eu du succès. Et je dirais qu'il m'a fait connaître au-delà du cercle des archéologues, c'est-à-dire de mon milieu scientifique. Alors, ce livre a eu beaucoup de succès. Je suis passé chez Pivot, chez Chancel, etc. Bon. Et La France d'avant la France, à ce moment-là, Fernand Braudel, vers la fin de sa vie, était en train de rédiger un ouvrage qu'il appelait « L'identité de la France ». Un ouvrage d'ailleurs qui a été posthume d'une certaine façon. Et en fait, il n'a pas achevé cet ouvrage-là. Et Braudel a lu mon bouquin. Et il a dit à Aymar, qui était un de mes collègues aux hautes études, « Je veux connaître cet auteur ». Me voilà donc invité par Braudel à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris, avec qui j'ai passé 3 heures dans son bureau, qui me dit « Vous savez, la France c'est bien, mais vous devriez écrire une Méditerranée. » Voilà. Et d'où l'idée de la mer partagée. Et alors, c'était en 1981, je me suis mis tout de suite à me promener à travers toute la Méditerranée pour écrire cet ouvrage, hein, qui n'a paru que 12 ans après. J'ai mis 12 ans à l'écrire quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu que je visite des sites, des musées, que j'aille discuter avec des collègues, etc. Ça a pris du temps. Braudel, d'ailleurs, n'a pas vu la mer partagée. Par contre, puisque nous sommes dans les confidences, je vais vous raconter aussi une histoire. Braudel, vers 1968, par là, avait été approché par un éditeur suisse qui lui avait dit, vous savez, je veux créer une série, n'est-ce pas, consacrée à la Méditerranée. Est-ce que vous accepteriez de la diriger? Braudel avait dit oui. Et il avait dit, mais qui pourrait rédiger le premier tome, celui consacré à la préhistoire ou la protohistoire? Braudel réfléchit puis dit, moi, je suis absolument incompétent sur ces périodes, mais je vais lire tout ce qui s'est écrit, n'est-ce pas? Et à partir de là, je ferai un essai. Ça ne sera pas un ouvrage scientifique. Ça sera un essai d'un 16e, c'est-à-dire d'un spécialiste du XVIe siècle, sur le regard qu'il peut avoir sur la pré- et la protohistoire. Il a écrit ce bouquin et il ne l'a jamais publié. Parce que, entre-temps, l'éditeur suisse est décédé et le projet est tombé à l'eau. Et ce livre est resté, il s'est enterré de lui-même, si je puis dire. Puis Braudel est mort en 85, je crois, et ses héritiers, notamment son épouse, Paul Braudel, qui était au courant de ce projet, un jour a dit aux éditions de Fallois, vous savez, j'ai un manuscrit là, il commence à être un peu lointain, il a été écrit en 1968, on était en 1985, sur un sujet qui n'était pas le sien, mais il a fait un essai. Les éditions de Fallois ont dit on va le publier. Et ils m'ont demandé de le préfacer. Donc vous voyez, Braudel n'a pas lu La mer partagée, mais j'ai préfacé les mémoires de la Méditerranée de Braudel. Voilà.
Vous avez la parole. Oui, vous qui avez parcouru donc, le néolithique dans tous les sens, est-ce que le néolithique s'est terminé un peu par l'écriture, si on peut dire, d'une certaine façon? Est-ce que dans l'Europe occidentale, on trouve des velléités d'écriture comme on en a trouvé en Mésopotamie? Non, alors, vous soulevez un problème intéressant quand même. En gros, le néolithique au Proche-Orient, vous savez, le néolithique se transmet en Méditerranée, donc il est toujours décalé. Les choses sont plus anciennes au Proche-Orient et plus récentes en Occident. Le néolithique commence autour de 9000 en Orient. Chez nous, il n'arrive que vers 6000. Vous voyez, il y a un décrochage géographique et chronologique. L'histoire commence avec l'Égypte ou la Mésopotamie autour de 3005-3000 en Orient. Ici, si on considère que l'histoire c'est les débuts de l'écriture, on n'aura l'écriture qu'avec les Grecs et puis les Romains. Vous voyez, vous avez toujours un décalage. Alors, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'écriture, disons, néolithique ou plus récente en Occident, avant le transfert, si je puis dire, de l'écriture par le monde gréco-romain? Non. Mais vous touchez à un problème qui est intéressant, parce qu'il me concerne directement, actuellement d'ailleurs. En 1924, dans l'Allier, à Glosel, on prétendait avoir trouvé une écriture relativement ancienne qui aurait pu être néolithique, c'est-à-dire des espèces de tablettes sur lesquelles il y avait soi-disant une écriture possible. Cette écriture, elle ne correspond à rien, parce qu'on a travaillé sur ordinateur sur tous les thèmes de Glosel, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune syntaxe possible. Hein. C'est un faux. Bon, c'est un faux. Mais je dis que ce problème me touche, je vais vous dire pourquoi. Parce que Glosel, c'est une affaire qui remonte aux années 20 du siècle dernier. Mais il y a toujours des gens qui ont cru, très sincèrement d'ailleurs, que Glosel était vrai. Et en 1983, après le changement de milieu politique, là, quand la gauche est passée, les pro-gloséliens sont allés voir Jacques Lang et ont dit il faut absolument retrouver, la science s'est trompée, il faut reprendre les fouilles à Glosel, etc. Jacques Lang s'est tourné vers son ministère de la Culture et sa direction de l'archéologie. La direction de l'archéologie m'a appelé, me disant vous allez diriger les fouilles à Glosel. Ça fait qu'en 1983, j'ai dirigé des fouilles de contrôle à Glosel qui n'ont rien donné, je vous le dis tout de suite. Mais on a fait toute une série de rapports et d'études de laboratoire sur ces données. Et le ministère a mis sous le boisseau les résultats en disant bon, il n'y a rien, effectivement. Et puis, il y a un an, j'ai été sollicité par l'université de Clermont-Ferrand. L'université de Clermont, écoutez, maintenant, il y en a marre, ce dossier remonte à 40 ans, il faut le publier. Ça fait que je vais publier ces fouilles de contrôle de 1983 qui vont être publiées dans la collection Terra Mater de l'université de Clermont. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas d'écriture. Alors, il y a des trucs, par exemple à Mayak, à la fin de l'âge du bronze, au 9e siècle avant notre ère, il y a des espèces de pictogrammes, vous voyez, qui représentent parfois des individus, des animaux, etc. Il y a probablement des messages derrière ça. Hein, c'est pas, mais on ne peut pas considérer que c'est une écriture. Voilà. Je voudrais poser une question. Tu es spécialisé dans les pays autour de la Méditerranée, mais tu vas souvent à des congrès, tu es allé en Amérique du Sud, etc. Comment est-ce dans les autres continents, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., sur ce décalage? Tu parles de oui. 3000 ans, 7000 ans, oui, avant notre ère. Comment est-ce sur les autres continents? Alors voilà. Il ne faut pas croire, nous, notre néolithique, c'est-à-dire au Proche-Orient, les gens qui étaient des chasseurs-cueilleurs sont devenus des paysans. Et puis, à partir de là, ça s'est répandu en Europe, en Méditerranée, en Afrique du Nord, un peu en direction de l'Inde, etc. Bon. Mais
ce passage de la chasse à l'agriculture, qui a fait de nous des paysans, il ne s'est pas passé qu'au Proche-Orient. Il y a eu d'autres laboratoires dans le monde qui ont connu un peu la même trajectoire, à peu près à la même époque. Bon, par exemple, en Chine, alors au Proche-Orient, on a domestiqué le blé, l'orge, ce que nous mangeons, nous, puisque ça nous vient du Proche-Orient, ça. Le pois, la lentille, les légumineuses, quoi, en gros, les fèves, etc. Un néolithique s'est formé aussi en Chine, mais là-bas, ils ont domestiqué le riz. C'est-à-dire que chaque fois, les premiers paysans domestiquaient les espèces animales ou végétales qui étaient potentiellement domesticables. J'ai parlé des céréales, mais c'est pareil pour les animaux. Hein. Autrement dit, la chèvre, le mouton, le bœuf, le porc, ça vient du Proche-Orient. En Asie, eh bien, ils ont domestiqué également un porc, vous voyez. Ils ont domestiqué la volaille. Bon, ils ont domestiqué le riz. Au Mexique, ils ont domestiqué le maïs. Voyez. Alors, en fonction des plantes indigènes locales qui se trouvaient là, les premiers néolithiques de ces régions, évidemment, ont fait porter leurs efforts sur ce qui était potentiellement domesticable. Des plantes l'étaient, d'autres ne l'étaient pas. Des animaux pouvaient être domestiqués, d'autres non, etc. Alors, sur le décalage chronologique, au Proche-Orient, ça s'amorce autour de 10 000, 9 000. En Chine, les chronologies sont moins assurées. Actuellement, il y a un boom de l'archéologie chinoise, évidemment, avec les moyens qu'ils ont. Mais pendant longtemps, ils sont restés en retrait. Donc, mais on pense qu'en gros, on est à peu près sur les mêmes, sur les mêmes chronologies. Peut-être un peu plus récent en Chine. En Amérique, c'est un peu plus récent. Alors, au Mexique, on a domestiqué des courges des 8000 avant notre ère. Mais le maïs, par exemple, c'est autour de 5000 avant notre ère. Vous voyez, vous avez des décalages. Mais ces décalages, ils ne concernent pas que le néolithique, c'est-à-dire le passage des chasseurs aux premiers paysans. Ils concernent aussi les civilisations qui ont suivi, bien entendu. Alors vous avez des endroits où très tôt émergent évidemment des structures plus évoluées que le néolithique, c'est-à-dire des États, des empires, etc. Et d'autres au contraire où ça freine. Et vous avez encore des populations qui n'ont pas franchi le saut du néolithique. C'est-à-dire qui en sont encore au stade de la chasse ou de la cueillette. Les pygmées. Bon, vous avez également, dans la Californie mexicaine, des populations qui ne vivent encore que de chasse ou de pêche. Vous voyez? Donc, mais on ne peut pas dire que ce sont des paléolithiques prolongés, parce qu'ils sont quand même en contact souvent avec des gens qui sont déjà des paysans, c'est-à-dire ils font des échanges. Ils ne vivent pas complètement en vase clos. Vous voyez, l'histoire du monde est complexe. Hein. Toi qui t'es penché sur l'être humain au néolithique, qui a évoqué tes origines paysannes de Villevazy et d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis sur l'être humain en tant que tel. Je pense, en ce qui me concerne, en me basant sur le Moyen-Âge, l'homme ne change pas. Je parle intérieurement, bien sûr, avec tout le contexte, bien sûr, qui évolue. J'aimerais avoir un peu ton idée à ce sujet. Oui. Je partage un peu ton avis. Parce que on va prendre un exemple, l'exemple le plus moche de l'humanité, c'est-à-dire la guerre, la barbarie. Bon. Pendant longtemps, on a dit la barbarie, elle est née pratiquement avec le néolithique. C'est-à-dire à partir du moment où l'homme produit son alimentation, il produit des richesses. Au paléolithique, au fond, c'est un prédateur, l'homme. Il chasse, il pêche, il prélève sur la nature. À partir du néolithique, il fabrique son alimentation, puisqu'il a des céréales qu'il plante, il peut agrandir son champ autant qu'il veut, il peut agrandir son troupeau autant qu'il le peut, donc il crée des richesses, il crée des surplus. Et alors on a dit, bon, mais écoutez, la guerre, la barbarie, la violence, c'est une affaire du néolithique. C'est à partir du moment où l'homme capitalise, où il crée la propriété, qu'à partir de ce moment-là, évidemment, il crée la jalousie, il crée l'envie, et donc les bagarres éventuellement entre les gens. Hélas, j'ai écrit un livre avec Jean Zamy qui s'appelle Le Sentier de la guerre, et où nous démontrons qu'en fait la violence, elle était déjà présente chez les chasseurs-cueilleurs. On a même un site en Espagne,
à Atapuerca, qui remonte à 800 000 ans avant notre ère, c'est Grandolina, je crois, dans lequel il y a des sujets qui ont été consommés, c'est-à-dire qu'on trouve les os des sujets avec les mêmes stries, les mêmes traces de découpage que celles qui concernent la faune, c'est-à-dire les animaux qu'on a mangés. Donc vous voyez là, la barbarie humaine, elle a une très longue histoire. Voilà. Alors évidemment, il y a un débat là-dessus. Vous avez les gens qui pensent que l'homme est une créature parfaite, qui disent « Ah oui », il y a un débat chez les archéologues même, qui disent « Ah oui, mais ils ont mangé les animaux, mais les hommes, s'ils les ont mangés, c'était pas pour se nourrir, c'était rituel. » Autrement dit, c'était, si vous voulez, ils font... C'est un acte de sublimation, en quelque sorte. Vous voyez, etc. Bon. Ces débats, bon, vous savez, on a trouvé d'autres cas beaucoup plus récents, beaucoup mieux documentés, qui montrent que la violence est inhérente à l'espèce humaine. L'espèce humaine, pour répondre plus... C'est une espèce de domination. La domination est consubstantielle de l'espèce humaine. Vous avez la domination dans le couple, déjà. Vous avez la domination politique, la domination économique, la domination sociale, la domination syndicale même. Vous voyez, l'homme... Vous avez deux personnes, il y en a un qui essaie toujours de dominer l'autre. C'est comme ça, quoi. Hélas. Une ceinture, les chimpanzés. Alors j'avais une question un peu plus générale sur l'archéologie. On connaît l'appétence des Français pour l'histoire. Est-ce que vous avez vu évoluer la place de l'archéologie dans la société française? Bon, je crois que oui, quand même, depuis un certain nombre d'années. Les Français aiment l'histoire. Et je me suis toujours pensé que, du moment que les Français aimaient l'histoire, ils devaient aimer l'archéologie. Parce que l'archéologie, j'y reviens, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Bon, c'est vrai que maintenant, avec toutes les possibilités qu'on a dans la vulgarisation archéologique, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de progrès. J'ai à côté de moi le directeur des rencontres archéologiques de la Narbonnaise, qui, à travers des films, à travers des BD, des conférences aussi, etc., a beaucoup vulgarisé l'archéologie, et à travers ses films notamment. Donc vous avez là l'exemple vivant, n'est-ce pas, des progrès de l'archéologie dans le domaine de la médiatisation. Je vous dirais que moi-même, pour m'amuser, j'ai écrit 2 romans archéologiques. L'un qui s'appelle donc « Pourquoi j'ai construit une maison carrée » et l'autre qui s'appelle « L'ermite du paradis ». Alors, le premier se passe au Proche-Orient, c'est sur le débat entre, si vous voulez, la tradition et la modernité, en quelque sorte. Et l'ermite du paradis, c'est beaucoup plus récent, c'est vers 2500 avant notre ère. C'est une espèce d'Ulysse qui traverse la Méditerranée, et ça rappelle un peu la mer partagée, c'est-à-dire c'est un néolithique, et il est au doigt d'ailleurs d'origine, vous voyez, bon, la vedette du... Bon, mais il fait tout droit de la Méditerranée vers 2500 avant notre ère, mais quand il est en Égypte, il est dans l'Ancien Empire, il est au cœur de l'histoire, n'est-ce pas? À Chypre, c'est pareil, au Liban, c'est pareil, n'est-ce pas? À un moment, il est au Liban, bon, etc. Vous voyez, bon. Donc, en réalité, on peut aussi faire aimer l'archéologie à travers le roman, entre autres, mais également toutes sortes d'éléments de médiatisation. Marc serait plus à l'aise que moi pour parler de ces choses-là. Oui, je me demande, j'aimerais avoir votre avis sur les théories qui font remonter le début de l'Anthropocène au néolithique. Tout dépend de quoi on parle. En fait, de l'Anthropocène, on pense surtout qu'il a démarré à partir de la civilisation industrielle, c'est-à-dire à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Et on pense que les transformations subies par l'environnement d'une manière vraiment sensible démarrent à cette époque-là. Mais si on veut pousser le problème plus loin, effectivement, on peut considérer que les débuts de l'Anthropocène, c'est le néolithique. Il m'arrive de l'écrire de temps en temps. Bon. Autrement dit, c'est à partir de ce moment-là que l'homme
Ces premiers paysans qui sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient des troupeaux, ils avaient des céréales, il fallait des champs à cultiver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les forêts. Il ne faut pas oublier en effet que notre région ici, avant que n'arrivent les néolithiques, c'était une grande forêt. Une forêt de chênes essentiellement dans le Midi, voyez. Alors peut-être avec des endroits plus clairsemés, bien entendu, mais c'était un milieu qui était forestier parce qu'il avait été favorisé par l'humidité qui avait repris lorsque, évidemment, le cycle de l'eau, qui pendant longtemps, à l'époque glaciaire, avait été pris sous forme de glace, avait repris. Donc la forêt a poussé. Ces types-là arrivent. Qu'est-ce qu'ils font, évidemment? Ils mettent le feu à la forêt. Et comme ça, ils ont des champs à cultiver, ils ont des prairies, ils ont des prés pour leurs troupeaux, vous voyez. Donc, ce n'étaient pas les écologistes, les néolithiques. Hein. Bon. Mais, c'était évidemment leur nouveau style de vie, un nouveau style de vie pour la gens, mais, en quelque sorte, l'impact qu'ils ont eu, je rejoins la question de l'Anthropocène, sur la nature, est quand même resté relativement faible. Voilà. Et ça n'est que progressivement, évidemment, qu'avec les progrès techniques, et surtout à partir de la mécanisation, quoi. Les effets de l'Anthropocène ont été de plus en plus cruciaux. J'aimerais savoir combien il y avait d'Audois au moment du dolmen de Sainte-Eugène. Combien il y avait d'Audois autour? Quelle était la population de l'Aude? Alors vous me posez une colle. Vous me posez une colle. Ces problèmes de la démographie sont compliqués, de la démographie néolithique. Parce que moi j'avais un professeur à Toulouse à l'époque qui disait, il avait pris dans la région parisienne, il avait pris une assez grande surface, il avait fait beaucoup de prospection, il avait trouvé beaucoup de sites néolithiques qui dataient du 3e millénaire avant notre ère. Il avait dit, compte tenu de la densité de sites, en admettant qu'il y ait tant de familles dans chaque site, c'était hypothétique, bien entendu, mais là on ne peut faire que des hypothèses à ce niveau-là, bien entendu. Je pense, il avait extrapolé, je pense qu'au niveau de la population de la France à cette époque-là, il y avait 5 millions d'habitants. Les gens ont poussé les hauts cris en disant c'est pas possible, souvent c'est une population qui est plus ou moins comparable à celle de la Gaule, vous voyez, donc c'est pas possible. Et il y a un autre collègue qui a dit bon, moi je vais avoir une autre méthode. Je prends les sépultures qu'on connaît dans une région donnée, je considère que dans telle sépulture, tel monument, prenons le cas de Sainte-Eugène par exemple, a été utilisé un millénaire, qu'il y a là-dedans tant de sujets, donc il avait fait une espèce de péréquation, il avait dit en gros, la population de la France néolithique, c'est 500 000 habitants, 10 fois moins que ce qu'avait dit Nougier, le précédent professeur. Vous voyez? Donc, on a des estimations... on discute surtout à l'échelle mondiale, vous voyez. On pense que vers la fin des temps paléolithiques, la population mondiale, c'était à peu près autour de 3, 4, peut-être 5 millions d'habitants. Mais avec le néolithique, ça monte en flèche. Ça monte en flèche. Et on passe rapidement, au niveau de la population mondiale, à 20, 40 millions d'habitants. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir comment déjà certaines concentrations préfigurent les concentrations historiques. La vallée de l'Indus, la Chine, l'Égypte, vous voyez. Autrement dit, certaines concentrations trouvent en quelque sorte leur origine, une image proche, disons, dès le néolithique, dès la fin du néolithique. Donc, si vous vous intéressez à Sainte-Eugène, en fait, Sainte-Eugène, bon, moi j'ai travaillé dessus, c'est pas moi qui ai fait la première fouille, mais le premier fouilleur, Germain Sicard, en fait, avait récupéré les dents des fouilleurs. Il fouillait pas bien, Sicard. Mais c'était ses ouvriers qui fouillaient, il avait récupéré les dents. Il avait dit, en fonction du nombre de dents, j'extrapole, et je pense que dans ce monument, il y avait à peu près 300 personnes enterrées. Moi, j'ai retamisé les déblais de... Il s'est passé des trucs au tamis. Hein. J'ai retamisé les déblais. Il avait trouvé, je ne sais pas, 4000 dents, un truc comme ça. Moi, j'en ai retrouvé 1 millier presque de dents. Donc, il avait laissé passer.
On ne sait pas combien il y avait en fait de personnes enterrées. Je pense qu'il y en avait entre 250 et 400. C'est une fourchette, parce que ces monuments ont été tellement utilisés qu'il y a eu des vidanges. Bon, il y a eu des réductions de corps, comme nous le faisons, nous, évidemment, aujourd'hui. Bon. Donc, et puis il y a eu des vidanges. Autrement dit, de temps en temps, les ancêtres qui remontaient à... Parce qu'il a été utilisé au moins 1 millier d'années, le monument, vous voyez. Les ancêtres qui remontaient, on ne les a pas connus, n'est-ce pas? Alors, on balançait les os. Et puis on mettait... Ce qui explique que si vous regardez les mobiliers, c'est-à-dire les objets qu'on a trouvés avec les défunts, et si vous essayez de dater le monument à partir des objets, vous obtenez des datations récentes. Pourquoi? Parce que ce sont les derniers enterrés qui ont été conservés. Mais les premiers, ils sont loin. Mais il reste quand même des bouts d'os, et on a le radiocarbone. Et ce n'est pas avec des objets archéologiques, mais en datant les ossements, qu'on a montré que ces monuments, Pépieux, Saint-Eugène, remontaient au 4e millénaire, remontaient en gros entre 3005 et 3000 avant notre ère. Mais des objets dans ces monuments de cette époque-là, il n'y en a presque pas. Vous voyez? Donc la vie de chacun de ces monuments est très complexe aussi. Vous voyez? Une question là-bas. Oui, bonsoir. C'est justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, autrement dit, la néolithique étudiée à l'échelle de la planète, de tout le monde. Et ça, je pense que c'est correct. Ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine aberration à faire l'étude du néolithique, enfin de la France, sous le néolithique, alors que le pays n'existait même pas? Ah oui. Et la deuxième question, elle est technique, elle est automatique. Comment faisait-il pour monter de telles pierres à ces hauteurs? Ouais. Bon. Alors, la première question, bien sûr que la France n'existait pas. Quand j'ai écrit La France d'avant la France, c'est un livre qui m'avait été demandé, mais je dis, vous savez, il y a une zone culturelle méditerranéenne, il y a une zone atlantique, il y a une zone continentale. Mais la zone continentale, ce qu'on trouve dans l'est de la France, on peut le trouver exactement à la même époque de l'autre côté des frontières actuelles, c'est-à-dire en Suisse, en Allemagne, etc. Les premiers néolithiques qu'on trouve dans le milieu de la France, ils ne sont pas différents, ils sont de même culture que ce qu'il y a en Italie, vous voyez, et en Espagne. Donc, c'est vrai que les frontières politiques actuelles n'ont rien à voir avec comment dire, les frontières culturelles, puisque ce n'étaient pas des frontières d'État, les frontières culturelles du néolithique. Vous voyez, bon. Et la seconde question, c'était les grosses pierres. Il y a eu beaucoup de comment dire, de tentatives de réalisation et de restauration de ces monuments. Hein. Par exemple, il y a Mohen qui, à Bougon, avait fait... Alors, ils prennent de grosses pierres, ils ont des cordages et ils ont des rondins. Et puis ensuite, ils ont des plans inclinés pour les monter. Voilà. Donc ça a été expérimentalement démontré qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec de très grosses pierres. Alors évidemment, nous on est un peu surpris devant ces monuments énormes, mais il faut dire que, bon, entre le jus de coude et puis les cordages, tout ça, ils savaient le faire, bien entendu. Les rondins, les plans inclinés, ils arrivaient à faire des choses qui nous étonnent, bien entendu, parce qu'on se trouve tout de suite devant quelque chose d'énorme. Mais les techniques, ils les possédaient bien. Et la preuve. Allez, la dernière. Alors, le 8 avril prochain, nous aurons le plaisir, avec l'association des Amis de la Ville et de la Cité, d'accueillir Jean Guilaine sur le terrain. Donc, à propos de Carsac, il nous fera découvrir le premier Carcassonne. Simplement, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle époque vous avez travaillé sur ce secteur? Ah ben, c'est pas compliqué, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. L'autoroute, actuellement, traverse de part en part le site de Carsac. Le site de Carsac, c'est-à-dire la première Carcassonne, le site qui a précédé, si vous voulez, sur la cité, vous avez l'oppidum de la cité, l'oppidum gaulois, puis dessus vous avez eu la ville romaine et puis la ville médiévale. Mais avant l'oppidum gaulois, vous avez un site plus ancien qui est celui de Carsac, qui est la première Carcassonne. Bon,
Alors, on savait qu'il y avait des choses à Carsac. Parce que déjà, il y avait eu des fouilles, la famille Cosmer-Vieille avait déjà récolté des objets sur le site de Carsac. Mais lorsqu'on a construit l'autoroute, un beau jour, on se pointe sur l'autoroute. On ne peut pas savoir toujours exactement à quel endroit il y a des choses, bien entendu. Une première saignée avait été faite sur l'autoroute, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu une centaine de silos qui avaient été éventrés par les travaux de l'autoroute. Alors, je me suis précipité chez les gens de l'autoroute, je me dis, mais arrêtez, vous êtes en train d'abîmer un site archéologique. Ça me fichait pas mal, eh ben ouais. Vous êtes en train d'abîmer un site archéologique, il faut arrêter. Alors, j'ai prévenu Paris, etc. Vuitton nous a donné des crédits. On a fait des fouilles de sauvetage. Mais les fouilles de sauvetage, nous les avons fait sur les bermes, sur les côtés de l'autoroute. C'est-à-dire qu'une partie du gisement avait été déjà enlevée lors de la construction de l'autoroute. Alors, je vais encore vous amuser. On a travaillé avec Guy Rancourt, notamment Jean Bacquer, Passelac, etc. Bon. Et on a fait ce gros livre qui s'appelle Carsac, une agglomération proto-historique en Languedoc. Et puis, c'est bien joli écrire un livre, il faut le publier, il faut de l'argent pour ça. Alors je suis allé à Paris, à la Société de l'autoroute, je leur ai dit, voilà, vous avez cassé un site, vous allez payer maintenant la péquelle. Vous allez voir, je me suis fait avoir. Ce bouquin, il a coûté, je ne sais pas, 16 ou 17 millions d'anciens francs. Je parle en anciens francs. Oui. Il me dit, combien vous voulez? Alors moi, je dis, 10 millions. Comment vous y allez fort, vous? Enfin, Puis ils reviennent quelques instants après, les deux patrons de l'autoroute, ils me disent, allez, d'accord, ils me sortent le carnet de chèques, etc. J'aurais dû en demander 20. Bon, alors, je vous signale aussi, puisque vous parlez de Carsac que nous irons visiter, que nous devons aussi, je crois, entre les archives et ensuite le Garaé, organiser une... Je crois qu'il y a un colloque sur les femmes, etc. Comme j'ai écrit récemment un ouvrage sur les femmes du néolithique, il en sera question là, le 6 avril, je crois. Et nous, c'est le 8 avril ou le 8, oui. Le 8 avril, voilà, très bien. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez acheter